Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cet avis et cette analyse consacrée à Moon Knight épisode 5. Avant de nous lancer à bord de cette croisière vers l'au-delà, un petit détour vers une autre résurrection, celle de Matrix. Si tu veux t'échapper, tu avales cette pilule. 18 ans après Matrix 3, et si Neo et Trinity n'étaient pas aussi morts qu'on pouvait le penser. Matrix Resurrections, ou Matrix 4 pour les intimes, est déjà disponible à la VOD. Vous pouvez donc dès maintenant acheter ou louer le film sur diverses plateformes. Sans l'ombre d'un doute, l'un des films les plus attendus de la fin 2021, ce Matrix s'inscrit à la fois dans la continuité de la trilogie originale, tout en prenant le contre-pied de certaines approches et en multipliant les messages très méta. L'évolution se ressent dans le style de Lana Wachowski qui s'est depuis passionnée pour la lumière naturelle et s'est davantage affranchie de la maîtrise absolue du cadre. Ce Matrix 4 a divisé, mais c'est justement une excellente raison de le découvrir ou redécouvrir en s'imprégnant de ses messages sur Hollywood, la société et la condition humaine. Entre la difficulté de la liberté et de l'acceptation de ce que l'on est profondément, la préférence pour un univers personnel fictif plutôt que pour la réalité, et enfin l'amour qui reste le cœur palpitant de la quadrilogie, vous aurez de quoi réfléchir aux côtés d'une réalisatrice qui cherche à sublimer son deuil. Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Jessica Henwick ou encore Jonathan Groff sont excellents et apportent une belle incarnation à un film qui ne garde pas ses idées dans sa poche. Je vous invite à utiliser le lien en description de la vidéo pour facilement trouver toutes les sources de VOD du film. Le premier enseignement que je tire de cet épisode 5, c'est d'éviter à tout prix d'emménager à moins de 300 mètres d'une grotte inondable et d'interdire à vos enfants d'y aller de toute façon. Marc est donc en route pour Haru, le champ de roseaux, enfin du moins c'est ce qu'il peut espérer de mieux tandis que Taourette lui explique les règles en mode Juliette Le Perse. C'est non. Au passage, alors que la déesse de l'accouchement évoque les différents plans de l'au-delà, elle mentionne le merveilleux plan ancestral, ce qui correspond à coup sûr à ce qu'on a déjà vu dans Black Panther, là où les âmes des ancêtres se la coulent douce sur des arbres. C'est plutôt pas mal. Et bien sûr, comme je le soulignais la dernière fois, si Taourette est la déesse de l'accouchement et si elle a été choisie dans cet épisode 5, c'est pour mieux participer à faire revenir Marc au monde. Par ailleurs, pour celles et ceux parmi vous qui se posaient encore la question, cet épisode se déroule bel et bien dans l'au-delà, mais aussi et en même temps dans l'esprit de Marc. L'un n'exclut pas l'autre. On pourrait même dire qu'il fait une NDE particulièrement colorée et réalisée par Mohamed Diab. Si vous vous demandez, NDE c'est Near Death Experience, et c'est voilà une expérience de mort imminente, c'est particulier. Il faut néanmoins reconnaître que la série continue de jouer avec délice sur le doute légitime quant à la véracité des perceptions de Marc. L'indice le plus vicieux de ce jeu réside sans doute dans ce squelette d'oiseau sur lequel Marc enfant marche avant d'entrer dans la grotte fatidique. Et non, je vous arrête, ce n'est pas l'inverse, il ne marche pas dans une grotte fatidique avant de rentrer dans le cadavre d'un oiseau, ça n'aurait aucun sens. Bien évidemment, le crâne est réminiscent de celui de Ronshu, mais alors que cela veut-il dire? Pas la peine de paniquer puisque nous n'aurons tout simplement jamais la réponse. Ben oui, c'est bien, c'est simple. Alors est-ce que Marc a totalement inventé Ronshu et est-ce que son pouvoir proviendrait d'une source complètement différente, genre un sponsor avec Sparadrap? Je ne pense pas, mais allez savoir. Est-ce que l'apparence que Marc confère à Ronshu dans ses apparitions provient de ce petit fragment de traumatisme d'enfance? Sans doute, mais là encore, aucune certitude. Ce qui est plus clair, c'est que cet épisode était haletant, esthétiquement agréable et excessivement bien interprété. Alors oui, sans doute que la série continue de ne pas du tout correspondre à ce que certains pouvaient attendre de Moon Knight, qu'on ne voit que très peu au final en costume. On peut quand même le souligner. Quoi qu'il en soit, j'estime que c'était un bon épisode de télévision, avec la petite réserve qui pourrait se révéler énorme, que tout conclure en un seul et dernier épisode qui sera le 6e semble extrêmement ambitieux et donc casse-gueule. Bien évidemment, la série continue de multiplier les autoréférences à son propre univers visuel pour jouer aux poupées russes avec l'esprit de Marc, comme avec le nôtre d'ailleurs. Entre le petit frère qui dessine un poisson à une seule nageoire, le nom de Steven Grant qui n'est autre que celui de l'acteur du film d'enfance de Marc et de son frère, et même la balance qu'on trouve dans sa chambre, on peut dire qu'ils se sont fait plaisir. On peut même remarquer sur l'affiche du faux film qu'il serait de Timely Atlas Studio, une référence à Timely et Atlas Comics,
des maisons d'édition précédentes et concomitantes à Marvel avant d'être englobé par elle, comme un univers au sein d'un autre univers, exactement ce qu'est ce film à l'intérieur de la série, de la mini-série. Ce qui est intéressant, c'est de constater que la série répond à l'une des grandes questions des comics Moon Knight, à savoir si l'esprit de Mark était brisé avant de devenir l'avatar du dieu Khonshu, ou si c'est justement cette transition qui l'a enfermé pour de bon dans son trouble dissociatif de l'identité. D'après cet épisode, c'est la présence de ce trouble qui a d'autant plus motivé Khonshu, même si son discours profite bien évidemment d'un moment de grande détresse psychologique de Mark pour lui soutirer son assentiment et son serment. Je reviendrai toutefois sur ce moment du passé de Mark, car il reste clairement des points d'ombre et je suis étonné que la fameuse balance d'évaluation de la pureté des cœurs se soit stabilisée si facilement. Mais d'abord parlons de Steven, qui découvre qu'il n'est qu'une persona fabriquée par Mark pour échapper au mauvais traitement infligé par sa mère. L'ensemble est plutôt bien amené, même si c'est très prévisible dès que l'histoire commence à se mettre en place pour nous spectateurs. Surtout, c'est magnifiquement incarné par Oscar Isaac. Alors oui, je sais bien qu'on a parfois tendance à se moquer un petit peu des fameux rôles à Oscar, ça tombe bien, qui passent souvent par le portrait de maladie mentale ou autres états de grande détresse, et on ne peut nier l'existence de cette tendance à Hollywood. C'est vrai que c'est plus facile d'avoir un Oscar avec ce type de rôle qu'en jouant un mec complètement normal qui n'a pas de problème. Il faut quand même le reconnaître. Pourtant, le fait même de devoir jouer face à lui-même ne fait qu'ajouter à la difficulté et on se retrouve ici avec un niveau d'interprétation qu'on a très rarement atteint dans le MCU dans son ensemble. L'histoire de Steven est tragique et la façon dont il tombe dans le douat en sauvant Mark ne fait que renforcer l'affection qu'on ressent pour ce personnage. Personnellement, j'ai tendance à penser que cette mort n'est que toute symbolique et que cette facette de Mark est loin d'avoir disparu pour de bon. On remarque au passage que la série prend en compte les origines juives de Mark et sa pratique familiale du judaïsme avec la Shiva, période de 7 jours de deuil observée par les proches d'un défunt, en l'occurrence d'une défunte. Je reviens donc à mon point précédent, il me semble étonnant que la balance se stabilise aussi facilement entre guillemets sans Steven alors qu'on ne sait toujours pas qui a tué les hommes de main en Égypte notamment. Voilà pourquoi je reste convaincu que la grande révélation de l'épisode 6 restera l'existence de Jack Lockley, la troisième personnalité nettement plus violente. Alors oui, peut-être qu'on va repartir sur une Mephisto avec Jack, mais tant pis puisque cette théorie me semble à la fois intéressante et solide. Steven représenterait le côté le plus pur et innocent de Mark pour se protéger des mauvais traitements infligés par sa mère. Voilà qui laisse, il me semble, la porte ouverte à une autre personnalité qui porterait justement les aspects les plus amoraux et violents de Mark, peut-être pour le protéger, pour le soulager même des traumatismes qu'il aurait traversés durant ses années de soldat puis de mercenaire. Lorsque la scène où le père de Layla, l'archéologue, a trouvé la mort est évoquée, certes le Bushman des comics supérieurs mercenaires est mentionné, mais je continue de penser que c'est pour mieux détourner l'attention du spectateur. Cette idée est renforcée, il me semble du moins, par la scène d'un Mark qu'on trouve sur le point de se suicider au pied de cette statue de Khonshu. Dans les comics, Mark se fait tuer par Bushman qui a commis les exécutions, mais ici, aucune trace de la présence de cet antagoniste. Alors pourquoi chercher à se suicider à ce moment particulier, si ce n'est parce qu'il a vaguement conscience que le massacre a été commis par nul autre que lui-même. La formulation même utilisée par Mark quand il explique la scène à Steven reste vague. Il dit « Bushman a décidé qu'il n'y aurait plus de témoins et je ne pouvais pas vivre avec ça ». Puisque Mark a toujours souhaité protéger Steven des horreurs de sa vie, comme pour préserver son innocence enfantine et disparue, il semble logique qu'il conserve son plus terrible secret, l'existence du troisième homme. Toutefois, le plus probable reste qu'il n'en ait même pas conscience ou qu'il ait effacé toute trace de ses actions de sa mémoire. Ce qui me semble clair, c'est que tout dans cet épisode est bien pensé, jusque dans cette formulation de la bascule entre sens et non-sens qu'utilise le docteur, ces lumières au plafond avec leurs mouvements pendulaires, tout ça jouant sur le roulis du bateau, mais aussi l'image de la fameuse balance. Reste toutefois à souligner le moment le plus puissant de tout l'épisode, à savoir la comparaison que fait Steven entre Arthur Harrow en docteur et Ned Flanders, du fait de sa moustache et de sa coiffure. Et oui, après ces références à Avatar le film, Avatar l'animé, maintenant les Simpsons, comment ne pas déjà regretter ce cher Steven
avec qui nous avions passé les 2 premiers épisodes. Et pas que d'ailleurs. Ce qui est sûr, c'est qu'il manquera à Layla, mais bon, si Mark est bien celui qui a tué le père de cette dernière, cette disparition, sans doute temporaire, sera certainement le moindre de leurs soucis. Et ce qui vous manquera aussi, ce sont vos dents si vous persistez à regarder cette vidéo sans être encore abonné à la chaîne. Alors oui, je sais, c'est un petit peu violent comme menace, mais avouez que vous l'avez bien cherché. Outre le manque de temps pour apporter une conclusion satisfaisante, ma grande crainte pour le dernier épisode, le 6e, réside dans le risque qu'on se retrouve avec un combat final un peu cheap, je le crains, entre Moon Knight d'un côté et Arthur Harrow devenu pleinement l'avatar de la déesse Amit de l'autre. Et le tout avec des CGI, des effets numériques un petit peu approximatifs, exactement comme ceux qui avaient sérieusement endommagé la fin du film Black Panther. N'oubliez pas le lien disponible en description de la vidéo pour la VOD de Matrix 4 et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut!